Ce tutoriel présente un cas de consolidation d'un massif sous Remblai. Il reprend le document tutoriel de G02 que vous pouvez retrouver sur le site César dédié. Pour situer le contexte et l'objectif de l'étude qui va vous être présentée, on rappelle que la réalisation de Remblai peut être faite pour des aménagements routiers, des plateformes ou encore des digues, comme illustré sur cette image. L'objectif du calcul pour l'ingénieur géotechnicien est principalement de récupérer les tassements de l'ouvrage pour s'assurer qu'ils sont admissibles pour lui-même, mais aussi pour les ouvrages environnants. Pour réaliser cette analyse avec César, nous allons expliquer trois types de calculs différents. D'abord, un calcul non drainé, un calcul drainé, et enfin, une analyse en consolidation. Nous allons maintenant les détailler d'un point de vue un peu plus numérique. Tout d'abord, la consolidation est bien un couplage mécanique hydrique. Les déformations sont reliées aux contraintes effectives par cette relation dans laquelle U est la pression du fluide. La pression dépend de la déformation du sol, c'est-à-dire que si on comprime le sol, on augmente la pression du fluide. En général, on ne peut pas déterminer séparément les déformations et l'état hydrique, donc une analyse couplée est nécessaire. Ce qui fait que cette solution dépend du temps. Pour autant, dans certains cas particuliers, on va mener une analyse semi-couplée ou encore dite séquentielle. Cette analyse permet de prendre en compte l'état hydrique séparément, c'est-à-dire qu'il peut être déterminé à long terme si on suppose que le squelette ne se déforme plus, mais il faut également des conditions bien particulières, notamment que les conditions limites hydriques soient constantes. Il s'agit d'une relation unidirectionnelle dans le sens où on peut reporter l'état hydrique dans le calcul mécanique, mais par contre, en retour, l'état hydrique ne peut pas être modifié par les déformations du sol. Dans ce type d'analyse, les inconnus seront les déformations, donc le champ de déplacement. On peut également mener une analyse couplée. Cette analyse couplée nécessite la résolution à l'équation de couplage avec les hypothèses de Biot. Et dans ce cas-là, les conditions limites hydriques et mécaniques peuvent varier. Il s'agit donc d'une relation bidirectionnelle entre l'état hydrique et mécanique, et les inconnus de ce problème que l'on va chercher à résoudre sont les champs de déplacement, mais également les champs de pression. Alors, on va maintenant détailler ce que l'on entend par analyse semi-couplée pour présenter deux cas particuliers. Tout d'abord, le calcul non drainé. Dans César, vous allez avoir deux méthodes pour analyser ce calcul non drainé. Tout d'abord, la méthode 1, dite 1 qui calcule en contrainte totale, donc somme des contraintes effectives et des champs de pression. On utilisera les caractéristiques non drainées du sol, donc prime, cohésion et angle de frottement, mais on introduira également le coefficient de compressibilité de l'eau, KW, et l'état de porosité N. Une deuxième méthode travaille également en contrainte totale, mais dans ce cas-là, on va prendre des caractéristiques non drainées du sol, donc notamment module et cohésion non drainée. Et dans ce cas-là, on va considérer également que le massif est incompressible en prenant un coefficient de Poisson proche de 0,5 et non égal à 0,5 pour s'affranchir des problèmes numériques. Généralement, on considère que la méthode 1 est plus précise en termes de déplacement,
C'est donc cette méthode que l'on va exploiter dans ce tutoriel. Mais par contre, elle ne représente pas correctement la résistance, d'où l'intérêt de la méthode 2 qui introduit explicitement la position non drainée. Le deuxième cas particulier de l'analyse semi-couplée traite du calcul drainé. Donc, le calcul drainé, on n'a pas de variation du champ de pression interstitielle, et donc la variation des contraintes est essentiellement uniquement liée à l'évolution de la contrainte effective. Les caractéristiques du sol seront uniquement les propriétés effectives. Alors, à travers cet exemple, ce que l'on souhaite vous apporter, c'est tout d'abord comment constituer la géométrie du modèle. Alors ici, on reste sur une géométrie simple à multicouche horizontale sous un remblai. Par symétrie, on considérera qu'une moitié du modèle, puis également on verra que le remblai ne sera pas modélisé géométriquement. On va s'intéresser uniquement au classement sur les couches de sol, et donc le remblai sera modélisé par une pression, par un chargement en pression. On vous présentera un maillage pertinent pour obtenir le résultat. Comment créer les trois modèles précités, donc non drainé, drainé et en consolidation. Comment affecter les propriétés, les conditions limites en déplacement et en hydrique. Et puis également, donc, comment générer ce chargement tel qu'on a vu précédemment. Puis enfin, on s'intéressera surtout à passer les calculs statiques et temporels en consolidation pour enfin analyser les résultats et obtenir les résultats pertinents en termes de déplacement, mais également en évolution du champ de pression interstitielle. Donc, je commence l'exploitation approfondie du logiciel. Donc, comme je disais, c'est un modèle relativement simple. Donc, on va commencer par renseigner différents points de construction. Donc, on a l'extension de notre modèle est sur 75 mètres. On va constituer nos premières lignes. Et puis, cette ligne, on peut, pour aller plus vite, la translater pour constituer notre première couche notre couche à 4 mètres, le second à moins 10 mètres, en ayant sélectionné cette ligne. Et puis enfin, donc, la base du modèle est à moins 25 mètres. Donc, je ferme la boîte, je dirais, qui constitue mes couches de sol. Et j'ai ainsi donc 3 couches de sol constituées. Maintenant, comme je l'ai dit, je veux représenter le remblai. Donc, le remblai sur 25 mètres avec une pente sur 5 mètres. Donc, on va ainsi positionner 2 points à 20 mètres et 25 mètres. Donc, ça va nous permettre d'avoir une première zone constante de remblai, puis ensuite la pente sur 5 mètres. Alors, également, j'en profite pour représenter donc, les différentes possibilités qui sont offertes pour agrémenter, je dirais, le modèle de couleurs, ce qui va nous simplifier la visualisation. Également, je rappelle que l'on peut renommer les blocs. Donc là, on va passer les couches. Alors, je passais un peu. On va de bas en haut. Donc voilà, couche, ici sera couche 2. Alors, il faut bien sélectionner en effet pour appliquer. Voilà. Donc ça, c'est non. Bon, ça, vous pouvez les masquer également en utilisant cet outil. Je rappelle également que vous avez des outils de cotation. Donc pour, par exemple, bien représenter la longueur du remblai sur 20 mètres et puis cette pente là sur 5 mètres. Donc, on peut ainsi
sur notre modèle, déjà rajouter cette cotation. Voilà, donc on peut ainsi rajouter, alors bon, là je peux supprimer aussi ces petites vues, voilà. Hop. Donc côté notre modèle, pour pour l'illustrer. Puis alors donc, je rappelle également que vous pouvez faire des captures d'écran, hein, c'est-à-dire que ces captures, à toute étape, vous pouvez capturer le modèle et venir créer l'ensemble des vues nécessaires pour votre note de calcul. Je passe maintenant à l'étape maillage. Donc l'étape maillage va consister d'abord à densifier au lieu des forts gradients. Donc on va appliquer par exemple sous le remblai une densité d'1 mètre. Et puis on va passer à 5 mètres sur les extérieurs. Voilà. Et enfin, ensuite faire progressivement d'1 mètre vers 5 mètres pour donc forcer le mailleur à faire cette progression de maillage. On peut ensuite donc passer au maillage proprement dit. Donc on va sélectionner l'interpolation quadratique, bon, en triangle. Donc il va ainsi remplir les différentes zones et on voit bien cette progression de notre maillage de la zone sous remblai vers les extérieurs, les conditions limites. Donc, on a ainsi constitué le maillage. Je peux enregistrer cette étude. Donc, le premier modèle qui va être réalisé, voilà, un modèle, donc on est en statique. On va l'appeler court terme, donc c'est le calcul non drainé en déformation plane. Et donc, je vais faire, on va générer comme ça 2 modèles identiques, mais qui vont uniquement être différenciés par la nature drainée ou non drainée. Donc, les premières propriétés, je vais faire 2 jeux de paramètres, un jeu de paramètres pour les couches non drainées, puis un autre jeu drainé. Donc, la première couche, si on regarde donc si on se réfère au didacticiel, tel que je le verrai ici, vous allez retrouver donc toutes ces données dans les tableaux. Donc, on va ainsi constituer notre jeu de propriétés en définissant donc les densités réduites puisqu'on est sous nappe. Oui, j'ai pas cité, mais la nappe est affleurante à la surface. Donc, une première couche, 350, un module 50 MPa et un coefficient de Poisson de 0,3. Alors, ici, vous voyez qu'on retrouve dans le logiciel la possibilité de définir ce caractère non drainé, ici, donc le rang actif, en renseignant donc maintenant le module de compressibilité du fluide, qui est standard à 2000 MPa, et la porosité. Donc pour cette couche, porosité de 0,3. Pour ces couches inférieures, on ne va pas mettre de plasticité, donc on va rester en élasticité. Je rajoute une couche 2. Non drainé, pour lequel donc, on va modifier les paramètres. Lorsqu'ils sont constants, un module de 18, un coefficient de Poisson de 0,25 et une porosité de 0,4. Voilà, puis je rajoute la troisième couche qui, pour le coup, à laquelle on va associer un critère de plasticité. Donc là, on a une densité de 900, un module, donc c'est une couche très, très faible, 0,35, et une perméabilité de 0,35. Voilà.
Et donc, comme je le disais, on va ajouter un critère de plasticité. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la liste des critères existants dans le logiciel, mais ici, on va on va rester sur du Morcoulon classiquement, avec donc une cohésion très faible de 8 kPa. Voilà. Donc, je peux maintenant, j'affecte ces propriétés aux différentes couches. Donc, pour cela, je sélectionne la couche, puis je sélectionne ici, dans la liste, le nom de la couche. Voilà. Donc, ceci est fait. Je vais maintenant m'intéresser à l'initiation des paramètres. C'est-à-dire, comme on est en elastoplasticité, l'état de contrainte initiale est important. Et donc, on a nos 4 couches à définir, de moins 4 et moins 10 mètres, avec donc le poids volumique de chaque couche et un coefficient de Poisson qui est là aussi 0,58. Et enfin, voilà, 0,6 pour la dernière couche. Ceci étant fait, donc, on s'intéresse aux conditions limites. Donc, encore une fois, je vais peut-être pas assez bien précisé, mais donc, on suppose que notre nappe est ici affleurante, donc que tous les poids, toutes les couches sont sous l'eau, et donc on prend des poids volumiques déjaugés. Et il nous reste en découplé, donc on a uniquement des conditions limites mécaniques à fixer. Donc on va ici bloquer l'axe de symétrie verticale ici. Très loin à nos limites de modèle, on bloque également les déplacements horizontaux, et puis on bloque la base de notre modèle en U et V, en déplacement horizontal et déplacement vertical, faisant qu'on est sur le substratum. Voilà donc pour les conditions limites. Alors, ces conditions limites, vous voyez que dans la barre des modèles ici, vous avez vos différents jeux de conditions limites ou cas de charge, donc pour l'instant il n'y en a qu'un, et vous pouvez également les renommer, donc avec la touche F2, vous pouvez déjà et ici blocage standard, cette jeu de conditions limites. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le chargement, donc, comme précisé précédemment, on va représenter notre tremblay par une pression non uniforme là, sur les premiers 20 mètres, pression de 40 kPa, donc 0,04 MPa. Et puis ensuite, une pression variable sur les 5 prochains mètres. Voilà. Donc ça, c'est notre pression qui représente le remblai. Pareil, dans l'arborescence des modèles, avec la touche F2, je peux renommer ce cas de charge. On va appeler pression remblai. Voilà. Pour être explicite. Et ainsi, dans cette étape, j'ai défini donc les propriétés, initialisation de paramètres, conditions limites, chargement. Si je vais maintenant dans les paramètres de calcul, je peux ici éventuellement piloter le nombre d'incréments. Donc, le nombre d'incréments permet d'incrémenter le chargement. Donc là, par exemple, plutôt que de faire un chargement total, on va le faire en fraction de 20%. Et puis, je peux aussi choisir le solver par d'ISO. On vous propose par défaut le solver multifrontal parce qu'il est on va dire le plus stable et s'adapte à des machines de puissance ou de performance standard. Le solver par d'ISO, lui, est plus puissant, parallélise certaines
partie de l'algorithme et donc est conseillé pour des machines dès lors que vous avez 8 gigas de matrice, hein. Surtout pour des petits modèles comme ça va très bien passer. Voilà pour le modèle. Donc, il est prêt pour être calculé, c'est-à-dire que vous avez ici le gestionnaire des calculs, le nom de votre modèle, puis vous voyez que toutes les étapes sont bien cochées, donc sont bien définies. Je lancerai plus tard le calcul. Je vais d'abord m'intéresser à la préparation des autres modèles, et notamment le second modèle, euh, qui va être donc le modèle drainé, long terme, et que l'on va générer par copie du précédent modèle, puisqu'en fait, par rapport à ce premier modèle, on va uniquement différer par la définition de nos propriétés puisque, dans nos massifs de sol. Donc, on est toujours en initialisation des paramètres. Et en faisant cette copie, on me propose de partager. Donc, le partage, ici, veut dire que toute modification apportée sur les conditions limites ou les cas de charge dans un des modèles va automatiquement impacter sur l'autre modèle avec lequel on est en partage. Et le partage, là, s'illustre par cette petite icône rouge. Donc, ce qui veut dire que les cas de charge, enfin, les blocages et les remblais, donc qui là ne modifient pas d'une phase à l'autre, sont liés. Par contre, on va bien sûr ne pas lier les propriétés puisqu'on vient maintenant les modifier. Donc, les propriétés, on les modifie. Donc, dans la première couche, on va maintenant passer en conditions drainées. Alors, ça nécessite ici de créer un second jeu, donc que j'appelle tout simplement dénommé différemment par l'indice D, et pour lequel bien, je rends inactif maintenant le comportement non drainé. Alors, pourquoi c'est traité ici? Parce qu'en fait, vous pouvez ainsi avoir, c'est pas traité au niveau du modèle complètement, mais au niveau de la couche, puisqu'ainsi vous pouvez potentiellement avoir des couches de sol qui travaillent l'une en non drainé, l'autre en drainé. Donc ça, c'est pour cette première couche. Je répète, je fais la même opération pour la couche 2. Donc je rajoute un jeu de propriétés qui fait en fait une copie des premières données. Je rends maintenant, je rends simplement le comportement draining actif. Et donc la troisième couche, je vais le faire comme ça. Je vais prendre la couche 3, je copie, je renomme, et je rends donc le comportement de draining inactif, et j'ai toujours mes paramètres de plasticité associés à cette couche. Voilà. J'affecte maintenant ce nouveau jet de données aux bonnes couches. Donc, je sélectionne la couche sur l'interface graphique, je sélectionne mon modèle et j'applique. Voilà. Donc, on a ainsi modifié les propriétés associées à cette phase, et c'est les seules modifications, puisqu'on repart notre état initial, c'est toujours le même, en fait, hein. On s'intéresse seulement à cette variation de propriétés de matériaux pour voir l'influence sur le résultat final. Donc, les conditions limites sont les mêmes, et le chargement, donc la pression représentant le remblai, est toujours le même. Donc, on a ainsi maintenant prêt au calcul euh, nos deux variantes découplées, donc court terme, long terme. J'attends encore avant de passer le calcul. Maintenant, on va s'intéresser donc au modèle couplé, donc qui consiste à ajouter, à créer le modèle de consolidation. Donc là aussi, on va créer un nouveau modèle de consolidation, initialisation des paramètres. Donc là, on est bien en couplage.
Et l'avantage, c'est qu'on va également pouvoir reprendre des jeux de données de conditions limites et chargement qui sont compatibles avec la consolidation. Donc, notamment la pression de remblai donc, vous voyez, par drag and drop, par glisser-déposer, je la prends pour la déposer sur ce nouveau cas de charge et je vais partager. Donc là encore, on assure la continuité si je fais une des modifications dans un des blocs. De même pour les blocages standards. Et là, je ne vais pas partager puisqu'on va voir qu'il y aura des modifications à faire, notamment puisqu'on va rajouter des conditions limites hydriques pour piloter notre nappe. Et puis, en ce qui concerne les propriétés, je vais reprendre les propriétés du comportement non drainé pour lesquelles je vais ajouter les paramètres de couplage et de perméabilité. Donc, je reviens sur les propriétés. J'ai ici défini donc, pour mes 3 couches leur comportement. Je vais maintenant montrer l'édition, donc, ce qui nécessite d'être modifié. Donc là, je suis sur la couche 3. Donc, vous voyez on retrouve les paramètres élastiques et les paramètres de plasticité, mais on doit maintenant définir des paramètres d'écoulement et de couplage. Donc, les paramètres d'écoulement sont ici la perméabilité. Donc, vous retrouverez dans le manuel, encore une fois, hein, les tableaux présentant toutes ces perméabilités. Donc là, on a défini une certaine... elle n'est pas uniforme, X et Y. Donc, on va la paramétrer. Donc, on a donc pour cette couche 3 une perméabilité avec 2 moins 7 en horizontale, plus élevé qu'en vertical. Et pour les paramètres de couplage, donc on renseigne le poids volumique du fluide interstitiel. Donc, le fluide interstitiel ici, c'est l'eau, donc avec une densité de 1000 kg par mètre cube. Là encore, le logiciel permettrait éventuellement de définir un fluide qui serait éventuellement plus pesant que un autre fluide que l'eau. La porosité, on était toujours à 0,35. Et la compressibilité du fluide interstitiel, donc l'inverse du module de compressibilité, donc qui est comme on est à 2000, on est à 5, moins 10 pascal. C'est dimensionnel. Voilà. J'ai parlé de 5, donc c'est bien 5 ici. Donc ça, c'est pour la couche 3. Et donc, je peux faire de même pour la couche 2. Donc là, je modifie la porosité, K04, et la perméabilité qui a 1, 10-6 en horizontal, 1, 10-7 en vertical. Et puis, donc, la dernière couche. On a donc 5,8 pour 10-6 en horizontal comme en vertical. Et pour les paramètres de couplage, donc, perméabilité de 0, 3, et le coefficient de compressibilité. Voilà. Donc, on a maintenant nos 3 couches bien définies avec leurs paramètres couplage et de perméabilité. Ce qui concerne les paramètres, donc, on a en contrainte, on peut définir des contraintes géostatiques. Donc là aussi, je peux les récupérer de mon étape précédente.
On valide ici en éditant cette définition des contraintes biostatiques, qu'elles sont correctement définies. Et puis, vous notez ici qu'on peut également initialiser en charge, également en pression. Si on passe maintenant aux conditions limites, on va retrouver donc, nos conditions limites en déplacement définies puisqu'on les a copiées du modèle précédent. Notez qu'on peut également initialiser en charge, puisqu'ici, on va définir notre état hydrique. On a une nappe affleurante à 0 mètre. Et ensuite, on peut s'intéresser maintenant au chargement. Donc, le chargement, également, comme on a copié du modèle précédent, on va retrouver cette notion de pression uniforme par partie. Puis vous notez ici qu'on peut également charger euh, en, en flux ou en débit. En ce qui concerne maintenant les paramètres de calcul, ce qu'on va faire varier, bien sûr, ce sont les pas de temps. Ce qui différencie la consolidation des calculs statiques précédents, ce sont les pas de temps. Donc, on les pilote ici. On va, pour l'étude, la définir 51 pas de temps en 3 groupes de, de pas de temps constants. Un premier groupe de pas de temps de durée de l'ordre de l'heure, de l'heure et demie, qui sont en 10 pas. Ensuite, donc, ces 10 premiers pas vont permettre de charger rapidement Remblai, de simuler rapidement le Remblai. Puis 10 pas de temps un peu plus long. Et enfin, 30 pas de temps qui vont modéliser plusieurs jours. Donc, on aura ainsi une progression des pas de temps pour pouvoir simuler la consolidation du massif pendant plusieurs jours. On ne modifie pas le processus itératif. Par contre, on peut noter que on pourrait piloter du coup les conditions limites, c'est-à-dire que si on imposait par exemple un flux, on pourrait ici modéliser des précipitations en fonction du temps. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est le pilotage des cas de charge, puisque l'on va définir l'augmentation, la mise en charge du Remblai sur les 5 premiers pas de temps par fraction de 20%. Donc, on va ainsi définir sur les premiers pas de temps cette progression jusqu'à atteindre 100% de la charge. Cette charge sera ensuite maintenue constante sur l'ensemble des pas de temps, donc jusqu'au dernier pas de temps. On valide. Et donc, on peut maintenant passer au calcul. On note que l'ensemble des phases est bien défini, aussi bien en propriétés, conditions limites et chargement. On les sélectionne toutes. Et on passe le calcul. Donc, on prépare ici les jeux de données, puis ensuite, on passe le calcul. Donc, comme on a appliqué 5 incréments de charge, on voit le processus incrémental pour d'abord le calcul non drainé, puis ensuite pour le calcul drainé. Et enfin, donc la consolidation, on va voir l'ensemble des pas de temps qui sont passés. Voilà. Donc, toujours vérifier que vous avez bien une fin correcte du programme. Alors, sachant que qu'est-ce qui pourrait ne pas être correct, ce serait éventuellement une non-convergence associée à vos paramètres, par exemple, à votre critère de plasticité qui ne serait pas vérifié. Donc, intéressons-nous maintenant aux résultats, commençant par les résultats à court terme. Donc, dans la barre d'outils, dans la barre de modèle, je peux me déplacer d'un modèle à l'autre. Donc, ici, je double-clique sur résultat, comme je peux aussi me déplacer ici d'un modèle à l'autre. Donc, on affiche ici le maillage non déformé. On voit ici qu'on a nos 5 incréments calculés. Donc, je vais pouvoir passer de l'un à l'autre. Et dans un premier temps, je vais afficher l'état déformé.
état déformé que je peux donc piloter d'un incrément à l'autre. Et on voit que en l'état, l'affichage, le déformé n'est pas très euh, marqué puisque je suis en échelle manuelle. Donc, je vais régler ça en automatique. Donc, intéressons-nous maintenant aux résultats, en commençant par les résultats sur le calcul non-drainé court terme. Donc, dans la barre de modèle de calcul, vous pouvez vous déplacer en double-cliquant sur le résultat de cette phase-là, comme vous pouvez également balader d'un modèle à l'autre, ici en haut à gauche. Donc, pour ce modèle, on voit qu'on a nos 5 incréments calculés. Et pour l'instant, donc, on affiche le modillage non déformé. On va s'intéresser à l'état déformé, justement. Donc, on sélectionne, on applique. On voit ici que la déformée se modifie d'un incrément à l'autre. Par contre, en l'état, on est réglé sur une déformée automatique. Donc, on peut voir l'évolution de cette déformée. Donc, pour un réglage, mes réglages, on va passer en manuel. Donc, une valeur ici, c'est un peu plus grand puisqu'on n'a que 30 mm. Donc, on va afficher par exemple 40 mm pour 1 mètre de maillage. Voilà ce qui nous permet de peut-être 20 mm, voilà, d'accentuer la déformée. Et voici l'évolution de la déformée en fonction des incréments. On peut aussi afficher l'état non déformé pour voir d'où on part. Voilà. Puis donc, si on zoome sur cette zone d'intérêt, de couche. On peut également utiliser un outil ici qui permet de faire des animations, qui permet de voir piloter ces incréments de l'un à l'autre. Voilà, donc on peut voir comme ça comment comment on place avec ces 5 incréments. Ce qui est à noter également, c'est que là, on va pouvoir afficher les isovaleurs, par exemple les isovaleurs de déplacement vertical. On note ici que c'est bien au coin du remblai que l'on a le maximum. On note qu'on est à 19 mm. C'est une valeur qu'on peut aussi relever en utilisant l'outil information et par un clic droit, on peut interroger plus précisément, vous voyez le point, pour bien récupérer ces coordonnées et à la fois la valeur maximale en ce point-là. Donc on est au maximum à 18 ou 19 mètres. Ces valeurs, on peut également les exporter, donc on peut les ajouter dans un fichier texte terme. Dans ce fichier texte, on peut donner un nom de fichier, résultat, et puis ensuite en format texte, pouvoir les exporter pour ensuite les exploiter dans un modèle
dans un logiciel différent. Donc ça, c'est pour l'analyse court terme, donc en statique. On va voir plus de choses. On va s'intéresser au modèle maintenant long terme. Donc par double clic, j'accède au résultat sur ce modèle. Donc là, c'est pareil, je suis pour un incrément. Ici, je me déplace à 5 incréments. Donc on va la déformer. On a maintenant un déplacement vertical de l'ordre de 70 mm. Pareillement, je peux ajouter, interroger précisément un nœud et ajouter cela à mon fichier précédemment défini. Donc, passons maintenant au calcul consolidation. Donc, calcul consolidation, on retrouve non plus des incréments de charge, mais des pas de temps que l'on voit ici, que l'on va pouvoir donc piloter. Et on sait que on a par exemple appliqué notre chargement en 5 pas de temps, donc normalement en considérant que le pas de temps 0 est le premier. Donc au sixième pas de temps, on a à peu près appliqué toute la charge. On retrouve l'ordre de grandeur de notre tassement par le calcul non drainé, donc on est autour des 20 mm interrogé. Et pour le dernier pas de temps, donc long terme, après plusieurs jours de tassement, on retrouve également des 60 et de l'ordre de 70 mm de tassement. Alors, l'avantage pour cette ça, c'est l'analyse en déplacement. On peut regarder également une analyse en termes de pression. Dans notre modèle, on va demander à voir la pression hydraulique. Cette pression hydraulique, ces isovaleurs de pression hydraulique, on va les piloter pour, d'une part, afficher des isovaleurs qu'on va juger un peu plus proches de champ de pression, donc par exemple l'affichage hydraulique en bleu. Et puis, on va également fixer les valeurs min et max manuellement pour s'assurer que voilà, on voit qu'on est ici pour le premier pas de temps, donc la pression initiale. Et puis, on va voir aussi que pour le 50e pas de temps, on revient à cette pression initiale, sauf qu'en plus, ici, on ajoute le tassement. Donc, ce qui nous permet à travers ça, de pouvoir piloter notre champ de pression. Et si on demande maintenant, comme on a fait précédemment pour le tassement, à voir, à parcourir l'ensemble des pas de temps, on va pouvoir voir comme cela l'ensemble des pas de temps et donc l'évolution de la pression avec les pas de temps. Alors, c'est peut-être furtif, mais si on revient maintenant sur les premiers pas de temps, on va voir cette évolution de pression hydrostatique et donc les surpressions qui sont générées sous le remblai. Alors, pour être plus précis, donc là, on a essentiellement fait une analyse graphique. Alors, pour compléter cette analyse graphique, c'est vrai que je n'ai pas affiché pour l'instant l'isovaleur, mais on peut bien sûr les ajouter et les paramétrer, donc cet affichage. De cette façon-là, on peut aussi augmenter la taille et choisir une autre police de taille d'affichage. Comme vous pouvez également, je ne vais pas citer, également faire toujours des captures d'écran, donc faire une capture de l'image avec de l'écran en fait d'affichage qui est ici. Alors, pour être plus précis, on va maintenant s'intéresser à une analyse sous forme de courbes. Donc, les courbes, on peut les tracer sur des lignes de coupe, c'est-à-dire définir un segment sur lequel on va voir l'évolution de paramètres en fonction du temps. Et ce qui va plus nous intéresser ici, c'est de définir des points de suivi, des points singuliers comme ce premier point 0,0, donc le point A, un peu plus bas à l'interface avec les deux couches
Et puis, on a vu que le tassement max était à 19 mètres. Là, donc, je vais renseigner cette coordonnée et définir le point C. Comme ça, voilà. Donc, ces 3 points définis, je peux maintenant les regrouper dans un groupe de points. Donc, je les sélectionne, je nomme le nom ici et j'applique. Ce qui va me permettre maintenant de tracer, d'utiliser l'outil graphique pour un ensemble de points. Alors, on va pouvoir ainsi tracer par exemple l'évolution du placement du Y en fonction du temps. Donc, on voit ici donc, tous les incréments de pas de temps avec l'évolution des placements. Et puis, on peut faire la même approche pour la pression hydraulique. Donc, la pression hydraulique, on voit bien qu'il y a une surpression, notamment au point B, là, donc à l'interface entre les deux couches, qui va se dissiper facilement avec le temps. Cet affichage, ce graphique, donc on peut également faire une capture, une image directement, mais on peut aussi paramétrer pour les titres des axes. Donc ça, c'est, on va dire, par exemple, ça c'est le pas de temps, plutôt que l'incrément, la pression hydraulique, et puis donc paramétrer les affichages pour que ça corresponde à ce que l'on souhaite faire. Le graphique, on peut ensuite exporter. Donc, on peut exporter les données du graphique dans un fichier texte externe pour lequel on viendra, qu'on pourra ensuite exploiter dans un autre grapheur type Excel. Après export de ces données, on peut donc tirer le bilan de ces 3 calculs. On trace l'évolution du tassement en fonction du temps, donc le résultat obtenu de notre calcul en consolidation, et on ajoute à ce graphe les 2 valeurs obtenues, calcul court terme, donc on voit sur les premiers pas de temps, lorsqu'on a appliqué la charge, et le résultat du calcul à long terme, donc drainé, avec un tassement de l'ordre de 70 mm, ce qui nous a permis donc d'illustrer ces 3 analyses possibles pour évaluer le tassement d'un massif de sol sous remblai. Je vous invite maintenant à découvrir plus de présentation du logiciel du document, ainsi qu'une version de démonstration sur le site cesarlcpc.com.